Il arrive souvent que dans l'épreuve orale et écrite du DELF B2, certains sujets soient tout simplement plus complexes ou plus denses que d'autres, soit parce que nous ne connaissons pas suffisamment le sujet, soit parce que nous n'avons pas d'opinion vraiment formée. Voici comment je travaille ce type de situation avec mes étudiants. Commençons par un sujet qui pourrait parfaitement apparaître lors de l'examen. Apprendre une langue régionale à l'école, atout culturel ou perte de temps. C'est un thème avec deux positions très tranchées, mais au DELF, ce qui valorise réellement le candidat, c'est sa capacité à naviguer dans la zone intermédiaire avec un discours équilibré et cohérent. Pour construire l'introduction, on part d'un point essentiel, la situation actuelle des langues régionales face à la domination croissante des langues internationales, comme par exemple l'anglais. Voilà. Lire entre les lignes est déterminant. Attention, parce que le simple fait de suggérer que les langues pourraient représenter une perte de temps à l'école nous amène à réfléchir en termes de priorité éducative. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est considéré comme utile pour l'avenir et qu'est-ce qui n'est le pas. Voilà. À quoi accordons-nous de temps et à quoi n'en accordons-nous pas. Voilà. Le véritable enjeu est là. Les langues régionales sont souvent associées au passé, alors que le système éducatif met toute son énergie dans la préparation au futur. C'est de cette tension que naît le débat. Alors, à partir de cette idée, on développe le thème à travers les arguments. Ok? Bon, on y va avec l'introduction et ensuite avec les arguments pour, contre et finalement la conclusion. Aujourd'hui, les langues régionales se trouvent dans une zone de tension. D'un côté, elles incarnent un héritage culturel fragile. De l'autre, elles peinent à rivaliser avec la pression croissante des langues internationales. Lorsque certains parlent de perte de temps, la question réelle qui se cache derrière est celle de priorité éducative. Doit-on préserver les patrimoines ou optimiser chaque minute d'apprentissage pour répondre à un futur globalisé? Argument pour. Une langue régionale consolide l'identité locale, crée un ancrage et renforce le lien avec le territoire. Elle contribue à la diversité linguistique et nourrit une flexibilité cognitive utile pour l'apprentissage d'autres langues. Argument contre. Le temps consacré à une langue régionale peut entrer en concurrence avec des matières jugées stratégiques, anglais, mathématiques, les sciences, etc. Pour de nombreux élèves, la langue apprise reste marginale dans leur quotidien, ce qui limite son utilité concrète. Conclusion. L'enseignement d'une langue régionale peut être un vecteur essentiel de préservation culturelle, mais nécessite un cadre réaliste. Il doit coexister avec l'acquisition de compétences tournées vers un avenir globalisé. La méritocratie existe-t-elle encore aujourd'hui? Pour le sujet suivant, le point central n'est pas tant la définition du mot méritocratie, mais sa crédibilité aujourd'hui est la raison pour laquelle il s'agit d'un thème inconfortable. Nous allons donc nous concentrer sur cette crédibilité. Qu'est-ce qui l'affaiblit? Alors, ça serait l'information, parce que plus nous connaissons le contexte mondial, plus il est bien évident que l'effort individuel ne compense pas toujours le point de départ. Alors, l'introduction doit
ainsi s'appuyer sur cette tension. D'un côté, la méritocratie comme idéal et structurant, et de l'autre, les limites réelles qui rendent ce modèle difficile à soutenir. Le cœur du problème se situe dans les conditions de départ et non dans l'effort. Voilà. Deux personnes peuvent fournir la même quantité d'efforts, mais ne pas partir du même endroit, ne pas disposer des mêmes opportunités ni du même capital social. Et cela fragilise considérablement le discours méritocratique traditionnel. Alors, voici alors l'organisation du contenu pour dire tout ça. La méritocratie existe-t-elle encore aujourd'hui? Introduction. De nos jours, on parle beaucoup de méritocratie, mais le concept se fissure. Aspiration individuelle d'un côté et réalité socio-économique de l'autre. Dans une société où l'accès aux ressources, aux réseaux et à l'information n'est pas équitable, la question n'est plus de savoir si la méritocratie est idéale, mais si elle est encore crédible. Argument pour, c'est-à-dire d'accord avec cette affirmation, les parcours d'excellence existent bel et bien. Certains parviennent à transformer leur effort en réussite malgré les obstacles. L'école et certains concours publics sont des espaces où les règles sont plus standardisées et où la performance personnelle reste réellement valorisée. Argument contre, les inégalités d'origine influencent fortement les opportunités. Le mérite ne commence pas au même niveau pour tous. Et alors, le marché du travail valorise autant les réseaux et le capital social que les compétences réelles, ce qui brouille le principe méritocratique. Conclusion. La méritocratie n'a pas disparu, mais elle fonctionne de manière imparfaite. Elle nécessite une réflexion profonde sur l'égalité d'accès aux opportunités pour redevenir un modèle crédible. L'anonymat sur Internet doit-il être interdit? Pour ce troisième sujet, nous entrons directement dans le domaine des interdictions. Et chaque interdiction fait immédiatement apparaître son opposant naturel, la liberté. Le véritable enjeu n'est pas de déterminer si Internet doit être sûr, mais de savoir quel prix nous sommes prêts à payer pour qu'il le devienne. À partir de cette analyse, on peut structurer l'argumentation de cette façon-là. L'anonymat sur Internet doit-il être interdit? Alors, l'introduction. L'anonymat en ligne est un terrain miné. Il protège la liberté d'expression, mais facilite aussi les comportements toxiques. Dans un contexte où la frontière entre la vie privée et vie publique devient floue, la vraie question est jusqu'où peut-on aller pour sécuriser l'espace numérique sans étouffer la parole? Argument pour. Supprimer l'anonymat limiterait les discours haineux, le harcèlement et les manipulations d'opinion. Cela renforcerait la responsabilité numérique. Chaque intervention serait associée à un auteur clairement identifiable. Argument contre, l'anonymat protège les lanceurs d'alerte, les minorités vulnérables et les personnes vivant sous des régimes répressifs. La disparition totale de l'anonymat ouvrirait la voie à une surveillance massive incompatible avec les libertés individuelles. Conclusion, interdire l'anonymat serait une réponse trop radicale. Le véritable défi est de réguler les abus sans sacrifier la liberté de ceux qui n'ont que l'anonymat comme protection. Faut-il interdire le tourisme de masse?
Pour le sujet du tourisme de masse, nous restons dans la logique des interdictions visant à protéger. Mais ici, en plus de la liberté de mouvement, deux notions s'ajoutent, la viabilité et la durabilité. La question essentielle devient alors, jusqu'à quel point le tourisme nuit-il davantage qu'il ne bénéficie? On peut donc structurer ainsi le thème. Faut-il interdire le tourisme de masse? L'introduction. Le tourisme de masse est devenu un symbole d'excès, pollution et banalisation des lieux. Pourtant, il fait vivre des régions entières. L'enjeu n'est pas de décider si les touristes sont bons ou mauvais, mais de déterminer si notre modèle de mobilité est encore viable. Argument pour. Une interdiction limiterait l'impact environnemental et préserverait l'intégrité culturelle des sites fragiles. Elle encouragerait un tourisme plus responsable, mieux réparti et plus durable. Argument contre. Les économies locales dépendent souvent directement du tourisme de masse. Le supprimer serait un choc brutal. Une interdiction favoriserait un tourisme élitiste réservé à ceux qui peuvent payer cher, excluant une grande partie de la population. Conclusion, interdire n'est pas la solution, il faudrait réguler. L'objectif est de transformer le tourisme de masse plutôt que de l'abolir. L'homme doit-il poser des limites à l'intelligence artificielle? Enfin, pour le sujet sur l'intelligence artificielle, nous abordons la question de la protection via les limites. Mais ici, l'enjeu est encore plus délicat. La technologie avance plus vite que notre capacité à la contrôler. Alors la question n'oppose donc pas uniquement liberté et interdiction, mais surtout progrès technologique et sécurité collective. Voici l'argumentation structurée pour ce sujet. L'homme doit-il poser des limites à l'intelligence artificielle? Introduction. L'IA progresse plus vite que les cadres légaux et la compréhension du grand public. Entre fascination technologique et inquiétude diffuse, la question centrale n'est pas tant faut-il limiter l'IA que comment éviter que l'IA avance sans nous. Argument pour. Des limites sont nécessaires pour éviter les dérives. Discrimination algorithmique, perte de contrôle, concentration du pouvoir technologique. Un cadre éthique clair protégerait les citoyens et garantirait que l'IA reste un outil et non un substitut aux décisions humaines. Argument contre. Trop de limitations pourrait freiner l'innovation et laisser le champ libre à des pays moins contraints. L'IA peut apporter des solutions majeures, santé, climat, sécurité, qu'un excès de régulation retarderait. Conclusion, l'enjeu n'est pas de freiner l'IA, mais de s'assurer que l'humain reste maître de la direction. Les limites doivent permettre l'innovation sans l'étouffer. Très bien, bon, si tu prépares le DELF, n'oublie pas de t'abonner. Et pour ceux qui vivent en Espagne et souhaitent préparer l'examen DELF ou l'examen SLP avec moi, un lien avec un formulaire se trouve dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo et à bientôt!